Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique ici à l'Université Laval, passionné d'intelligence artificielle, de conduite responsable en recherche. Là, ces temps-ci, on essaie de promouvoir cet événement-là. On a une semaine sur la conduite responsable en recherche. Ça s'en vient. Aujourd'hui, je suis accompagné en studio d'abord ici. Là, on est séparés par un beau plexiglas. Ève Gaumont est là. Bonjour Ève. Bonjour Jean-François. Ça va bien? Bien, merci toi. Oui, on est séparés par un petit mur comme ça. Là. Ah ouais, ça va. La dernière fois avec David, là, on était face à face. Là, puis j'ai vu un petit postillon qui est allé se coller directement dans le plexiglas. Puis, finalement, il y a une utilité, ce plexiglas-là. C'est réel. Aujourd'hui, accompagné aussi de David. Justement, David Beauchemin est là aussi, en direct de Saint-Jean-Port-Joli Beach. Il est là. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, bien, merci. Cette semaine, Fred est toujours absent, prise avec ses contraintes examens mi-doctorat. Donc, je vais le laisser tranquille quelques semaines, là. Si tu nous écoutes, Fred, lâche pas. Hein, ce sentiment de tout faire et de rien faire en même temps, là, c'est aussi ça, les études doctorales, Fred. Pour cette émission d'Ian Café, nous recevons aujourd'hui, en fait, vous vous apprêtez à prendre un café tranquillement avec un expert du droit qui se passionne depuis quelques années maintenant. Là, on le voit circuler, on le voit ses contributions. Depuis quelques années, s'intéresse aux véhicules autonomes et à l'intégration d'intelligence artificielle dans ces véhicules. Monsieur Daniel Gardner est avec nous aujourd'hui. Est-ce que je le prononce bien, Daniel? Ah, tout à fait. C'est d'origine irlandaise. Donc, mais en France, il m'appelle Gardner et puis on comprend tout de même. Merci, Daniel. Je vais y aller avec Daniel aussi là, pour éviter cette confusion-là. Tout à fait. Daniel est professeur ici, professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval. Ses champs d'expertise, droit en matière de responsabilité civile, assurance automobile, j'ai vu ça, évaluation, le préjudice corporel, droit des contrats, ça fait partie de son expertise, protection des consommateurs. J'en oublie peut-être, Daniel, c'est quoi qui te passionne ces temps-ci? Là? Non, c'est jamais utile d'en mettre trop. En gros, mon expertise, c'est ce qui touche le monde. Hein. C'est les rapports entre les personnes. Moi, ça m'intéresse donc le droit de la consommation parce que c'est nos besoins courants et le droit de la responsabilité civile. Vous avez parlé d'assurance automobile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas échapper à l'automobile, qu'on en ait une ou pas. Alors, donc, c'est des sujets que petit à petit, j'ai été amené à développer à cause de ça. Oui, on ne peut pas échapper à l'automobile. Un de mes garçons a eu son permis cette semaine là, et on ne peut pas échapper à ça. Il est passionné. Il me rend même des services ces temps-ci là, parce qu'il est content d'avoir son permis. Parlant de voiture, eh bien, en voiture, pour faire un mauvais jeu de mots, on va commencer avec notre premier thème. En fait, lors d'un récent épisode, David et moi, nous avons commencé à explorer ce sujet. C'est un sujet très populaire. Là, lorsqu'on se met à faire des recherches sur l'intelligence artificielle, écrivez ça là, dans un moteur sur Google, là, vous allez voir que les véhicules autonomes sortent assez vite. Donc, David et moi, on a regardé ensemble et on a commencé à réfléchir sur la dimension technique, la dimension éthique. Et cette semaine, en fait, pour cet épisode, on rêvait d'avoir un expert en droit là, pour nous guider un peu, pour aborder les questions de droit, commencer à explorer un peu le cadre normatif qui balise ces nouvelles technologies. Daniel, comment as-tu atterri dans ce domaine de l'intelligence artificielle? Comment on passe du droit à l'intelligence artificielle aux voitures autonomes? Ça arrive comment là, dans votre vie de chercheur? Comme souvent dans une carrière universitaire, ça arrive par hasard. Hein? Moi, je suis un spécialiste d'assurance automobile. Donc, quand est arrivé il y a à peine encore 5 ans, on en parlait relativement peu, si ce n'était pour annoncer que ça s'en venait dans les années qui allaient suivre. Et puis donc, ça a commencé à m'intéresser parce que même si les délais sont un peu plus longs que ce qu'on avait annoncé, il reste que dans une dizaine d'années, on va en être à cette technologie-là. On a déjà beaucoup avancé. Vous savez, il y a encore 2 ou 3 ans, là, c'était réservé aux véhicules de luxe d'avoir, par exemple, un régulateur de vitesse adaptatif.
On avait des régulateurs de vitesse, oui, depuis longtemps. C'est vrai. Qui s'adaptaient à la circulation, des détecteurs de mouvement pour pouvoir freiner pile devant un piéton, des indicateurs de changement de voie. C'était réservé aux véhicules de grand luxe. Maintenant, il y a des Toyota Corolla. Tout à fait. Il y a une gradation aussi là-dedans. Vous faites bien de le mentionner. C'est pas tous les véhicules. Lorsqu'on parle de véhicules autonomes, c'est pas comme ça d'un bloc. Là. J'imagine qu'il y a une gradation. Les normes ont, j'imagine, commencé à penser à distinguer tout ça. Là. Les véhicules, je sais pas comment on les appelle, semi-autonomes. C'est-tu comme les personnes âgées ou comment ça fonctionne? C'est ça. Il y a des fauteuils roulants qui sont de plus en plus automatisés. C'est des ingénieurs qui ont conçu l'idée de faire une espèce d'échelle. Okay. Alors, c'est en 6 échelons. Ça part de 0. Ça part de 0 et ça va jusqu'à 5. Et puis, donc, pour donner un exemple, la classe 0, évidemment, il n'y a absolument rien. Il n'y a même pas de régulateur de vitesse conventionnel. Et puis, on avance tranquillement. Pour donner un exemple, pour placer les gens, la Tesla, avec son système autopilot, c'est à cheval un peu entre le 2 et le 3. Ah, oui. On est en train de travailler sur une nouvelle version. Là. C'était auparavant le niveau 2 d'automatisation. Là, ils travaillent sur une nouvelle version. Ils sont en train de la tester en ville, en Californie. Et là, ils voudraient se faire déclarer de niveau 3, ce qui a une certaine incidence. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque province canadienne, chaque État fonctionne avec ses propres normes. Et si on parle, par exemple, du Québec, chez nous, le Code de la sécurité routière a été amendé en 2018 pour dire qu'un véhicule autonome, au sens du Code de la sécurité routière, c'est maintenant un véhicule classé 3, 4 ou 5. 3, 4, 5 sur cette échelle-là d'autonomie. Oui, c'est ça. Est-ce donc, l'autopilot traditionnel de la Tesla, là, je dis encore, ce n'est pas un véhicule autonome. D'ailleurs, jusqu'en 2018, on n'avait pas le droit de faire circuler des véhicules autonomes au Québec, sauf assentiment spécifique du ministère des Transports. Donc, la classe 3 n'était pas permise là, au Québec. Là. Pas du tout. Sauf dans le cadre de projets pilotes. Ah. Ça fait drôle de parler de projets pilotes avec des véhicules autonomes. Mais donc, dans le cadre de projets pilotes, il était possible de l'avoir. Et là, maintenant, c'est davantage intégré dans le Code de la sécurité routière. Ça évite de déranger le ministre à chaque fois. Et il y a donc toutes sortes de tests qui peuvent se faire là, avec des véhicules plus avancés. On en est au niveau 4. On n'est pas encore rendu au niveau 5. Personne, mais ça s'en vient tranquillement. Ça s'en vient au Québec? Est-ce qu'il y a déjà des expérimentations qui se font au Québec? Il y a des expérimentations qui ont été faites. Keolis, c'est ça le projet? Oui, voilà, vous parlez exactement. C'était fait, je pense, à Terrebonne, si je me souviens bien. Un autobus qui, pendant un été, a circulé sans chauffeur. Alors, il était surveillé, bien sûr, mais il faisait dans un quartier résidentiel. Le bus se promenait et il était autonome en ce sens que c'est lui qui détectait quand il y avait quelqu'un qui attendait à un passage, le faisait entrer, s'assurait que la personne était bien assise et repartait ensuite sur son trajet. Donc, ça se développe de plus en plus, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Oui. Et nous, on est un peu en retard parce qu'on n'en fabrique pas, nous, de véhicules autonomes. On fabrique des composantes. Vous avez peut-être entendu parler du LIDAR. Le LIDAR, il y a des entreprises québécoises, il y en a une à Québec qui sont très, très avancées. Oui, il y a une équipe de recherche ici à l'Université Laval sur le LIDAR. C'est ça, tout à fait. Hein. Mais on ne fabrique pas de véhicules autonomes, comme en Californie, par exemple. C'est donc ce qui explique que ces avantages-là, c'est en France, notamment, parce qu'il y a également des fabricants, vous avez parlé de Keolis et d'autres entreprises. Donc, c'est évident que c'est davantage dans les pays qui fabriquent les véhicules où on a le plus rapidement avancé pour adapter la loi à l'avancement de la technologie. Puis l'avancement, on est-tu proche? On est-tu loin d'avoir la technologie? Des véhicules de classe 5, on va voir ça dans combien de temps dans nos rues? Là? Elon Musk, il disait en 2015 qu'on allait avoir ça. En 2000, il disait qu'il allait avoir son véhicule qui ferait le trajet Los Angeles-New York complètement autonome. En 2015, il dit d'ici 3 ans. Mais Elon Musk, on n'est pas à sa première hyperbole. Hein? Et là, peut-être celle-là, il est allé un petit peu fort. Donc, 2018 a passé, 19, 20, 21. Je pense qu'on peut fort raisonnablement s'attendre à ce que pour la fin de la décennie, il va y avoir plus que des modèles, des prototypes. Parce qu'il reste que pour certains types de routes, je vais donner un exemple, il existe en matière de transport routier entre Varsovie et Paris, un système qui fonctionne depuis déjà
plus d'1 an, ou un train routier de camions. Ce sont des camions qui ne sont pas attachés les uns aux autres, mais qu'on place sur l'autoroute à la sortie de Varsovie, et ils se rendent à la sortie de Paris par l'autoroute sans aucun chauffeur. Ils se suivent à 2 mètres de distance, et tout se fait de manière complètement automatique. Ça, j'ai plus de facilité. J'ai plus de facilité à l'anticiper, ça me semble, de ces véhicules-là, là, un peu d'usage qui font du transport vraiment industriel comme ça, de les voir tranquillement s'automatiser. Mais là, je me mettais à la place là, celui qui aime donc son Jeep Cherokee pour aller dans le bois. Là. Je ne sais pas. Là, mais lui, le privé, automatiser tout ça, puis lui dire tu vas t'asseoir derrière ton volant, puis l'auto va avancer tout seul. Je ne sais pas comment lui, il va réagir dans 15 ans. Là. Dans 15 ans, lui, il va être rendu à 55-60 ans. Ça va peut-être commencer avec le temps qu'il laisse aller. Avec mes étudiants, c'est assez drôle. Ils me disent souvent, quand on parle de véhicules autonomes, parce que j'en parle un peu dans mon cours de responsabilité civile, puis ils me disent « Ah, vous venez de décrire mon père. Lui, l'idée de laisser aller son pick-up, il n'est pas capable de penser à ça. » Mais j'ai dit « Mais toi? » Puis souvent, les jeunes, les 16-24 ans, vous savez que le taux de possession d'un permis de conduire est en chute libre. Vraiment, hein? Depuis 20 ans, là, on diminue, et on va bientôt passer la frontière du 50%. C'est-à-dire qu'il va y avoir moins d'un jeune sur 2 âgé de 16 à 24 ans qui va posséder un permis de conduire. Et donc, ça va finir par se faire. Mais c'est évident qu'on ne demandera pas à ma génération ou à votre génération de renoncer au plaisir de l'auto. Remarquez bien qu'on est capable de leur faire renoncer au plaisir de l'embouteillage. Ça va. Et c'est comme ça que ça va rentrer tranquillement. Les gens vont accepter que, à partir du moment où j'arrive, puis là, je suis bloqué dans le bouchon, là, que là, je puisse mettre ça en mode automatique et que ça m'amène au bureau. Pourquoi? Parce que j'ai plus de plaisir à conduire. Et aux merveilles, là, je suis capable pendant ce temps-là de consulter mes courriels puis de travailler parce que c'est la voiture qui m'amène. C'est vrai qu'on est bien. La manière dont on veut. On est bien dans une auto en plein hiver, là, quand on a du temps. Puis si on pouvait travailler en plus pendant ces temps-là. Bonne idée, Daniel. C'est vrai qu'on pourrait peut-être accepter plus facilement cette idée-là. Tu as parlé de responsabilité civile, Daniel. Si on veut parler de responsabilité civile au Québec, il y a une notion là, qu'il faut d'abord prendre le temps de définir. Là, j'ai écouté quelques conférences que tu as données. Je pense que la question du no fault va sûrement rebondir là, dans notre discussion. Étant donné qu'on a des auditeurs d'un peu partout dans la francophonie et qu'on n'est pas tous des droits là, des experts du droit civil en matière de véhicules de transport, l'expression no fault, c'est pas simple pour c'est pas aussi simple pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous donner un cours No Fault 101 rapidement, là, très brièvement, là, pour être sûr de se débrouiller? On va essayer de faire ça rapidement, effectivement. L'idée du No Fault, là, c'est qu'en bon français, une indemnisation sans égard à la responsabilité. C'est qu'on conçoit le système à ne plus chercher un responsable à l'accident. On dit le but d'un régime d'indemnisation, et ça, nous, c'est notre cas au Québec. La loi, d'ailleurs, elle ne s'appelle pas la loi sur les accidents de la route ou même la loi sur les accidents d'automobile. Elle s'appelle la loi sur l'assurance. C'est vrai. Alors, c'est depuis 1978. Tous les Québécois, ils sont bien habitués. Ça fait quand même 43 ans au 1er mars que la loi est en vigueur. Et l'idée, donc, c'est d'avoir complètement évacué la responsabilité civile. C'est que c'est de l'assurance. Alors, vous payez une prime d'assurance parce que vous avez un permis de conduire. Vous payez une prime d'assurance parce que vous avez un véhicule de promenade, sachez que si vous êtes impliqué dans un accident, c'est votre assureur qui s'occupe de vous. On cherche plus on cherche plus depuis 40 ans, c'est qui est coupable, qui doit payer, qui doit tout ça. Toute cette question-là a été évacuée avec ça. Là. A été évacuée. On cherche toujours un coupable quand c'est le temps de déterminer qui doit avoir des points de démérite à son dossier. Vous êtes impliqué dans un accident, vous étiez en état d'ébriété, on va vous indemniser, on ne pose pas de questions. Responsable, pas responsable, vous avez droit aux mêmes indemnités. Oui, mais il va y avoir des sanctions administratives, parce que là, on va dire, vous étiez en état d'ébriété, donc il y a une amende qui va avec ça, des points de démérite. Les points de démérite font augmenter votre prime d'assurance lorsque vous renouvelez votre permis de conduire. Évidemment, dans les cas les plus graves, ça, je pense que tout le monde peut faire bien la distinction.
le no-fault ne veut pas dire que tu échappes aux conséquences criminelles de tes actes. Oui, c'est ça. C'est juste les aspects civils, la tôle qui doit payer, tout ça, ça a été réglé. Et la compensation des blessures. Ah oui, OK. Qui doit payer pour ma perte de salaire? Qui doit payer pour le physiothérapeute? Est-ce que c'est moi qui dois payer le physiothérapeute de la personne que j'ai blessée? Ouais. Ben, le no-fault, ça dit non. Un assureur, chez nous, un assureur public, qui indemnise automatiquement. Et ensuite, les conséquences pénales, ça existe comme dans tous les pays. Ben oui. Et dépendant des pays, vous voyez, la France, par exemple, ils n'ont pas ce système-là, mais pas très loin. Ils ont quelque chose où les passagers, les piétons, les cyclistes, ils sont à peu près comme ça protégés automatiquement, qu'ils soient en faute ou pas, ça n'a pas d'importance. Le conducteur, lui, on a encore le régime où on dit « Ah oui, mais là, le conducteur, s'il a été fautif, ben là, lui, il ne sera pas indemnisé automatiquement. » En France, il n'est pas automatiquement indemnisé. Non, il y a une distinction très nette entre, c'est la même chose en Belgique d'ailleurs, c'est une distinction très nette entre la personne conductrice, parce qu'on dit elle a le contrôle du véhicule. Ah, c'est donc, de là que ça vient. Si elle a le contrôle du véhicule, elle doit en répondre. Fait que si c'est par sa mauvaise conduite, par sa faute, les fautes, on s'entend, c'est souvent de l'inattention. Ben oui. Les gens ne font pas exprès pour être impliqués dans un accident, mais j'ai perdu le contrôle de mon véhicule parce que je ne faisais pas attention. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que en France, je ne serai pas au départ indemnisé. Si je veux l'être, ben, il faut que je prenne une couverture d'assurance supplémentaire, en plus de celle qui est exigée par la loi. Parce que chez nous, c'est automatique. Tu es couvert, il n'y a pas de couverture supplémentaire. Tout le monde est couvert. Peu importe que tu aies de l'argent, des bons avocats, tout ça, tout le monde est couvert à peu près de la même façon. C'est ça l'idée de justice qui se cache derrière ça? Et la grosse idée de justice, si j'ai des jeunes là, qui écoutent ce podcast, là, c'est que le Québec est un pas mal meilleur endroit que partout ailleurs parce qu'on ne tient pas compte de l'âge pour tarifer. Et ma prime d'assurance automobile à moi, qui a 40, 50, 60 ans ou 20 ans, elle est la même si je n'ai pas de points de démérite. Si j'ai des points d'inaptitude, ça, c'est autre chose. Là, et encore là, ça n'est même pas en fonction de l'âge, en fonction de ma mauvaise conduite. Mais l'avantage du no-fault, c'est qu'il ne discrimine pas les jeunes. Tu commences, c'est ton premier véhicule, tu paies la même prime à la Société de l'assurance automobile que tout le monde. Ah oui. Le problème, c'est que tu as la partie tôle, la partie de ton véhicule à toi. Là, l'assureur privé, lui, il fait une discrimination en fonction de l'âge. Et la Société de l'assurance automobile, elle, même prime pour tout le monde. Puis quand ça n'existe pas, le no-fault ailleurs, est-ce que ça engendre vraiment, est-ce que ça engendre encore les problèmes qu'on constatait il y a 40 ans ici au Québec? Est-ce que ça a permis de régler ces problèmes-là? Puis ailleurs, est-ce qu'on les voit encore? Oui, c'est ça. En gros, si je veux faire un résumé mondial de la chose, tous les pays, les provinces, les États qui sont passés au no-fault, un système qui ressemble au nôtre, il n'y a jamais personne qui est revenu de l'arrière. Et tous les pays où ils n'ont pas encore accès, vous entendez parler chaque année de commissions d'études, d'enquêtes, de projets pour essayer d'y arriver. Super intéressant. On va tout ça, ça aura des implications quand on va parler des véhicules autonomes. On y arrive, des véhicules et avec les AI, parce que cette question-là, elle va revenir. Là, sûrement que la question du no-fault va revenir parce que la question de la responsabilité, si on parle parlons des vraies affaires. Là. On va parler des véhicules autonomes. Dès qu'on parle des véhicules autonomes, là, les éthiciens là, comme moi là, s'emballent. Je pense pas que je m'emballe à ce point-là, là, mais on se met à penser, bon, ces véhicules-là, ils vont avoir des accidents. Qui va être imputable? S'il y a des dommages, qui va être responsable des dommages? Puis là, on se met à réfléchir. C'est-tu le concepteur, le programmeur, celui qui entraîne l'algorithme, le propriétaire? Est-ce que c'est Elon Musk lui-même qui va vous envoyer un chèque? Qui est responsable? Est-ce que cette question-là, est-ce qu'elle est pertinente encore au Québec ou... Au Québec, absolument pas. Dans d'autres pays, beaucoup. Tous les pays qui discriminent, on a donné l'exemple de la France, qui discriminent selon que tu es chauffeur ou passager. Là, c'est évident que... Puis ici, on ne distingue pas le chauffeur. Ici, on ne distingue pas, c'est vrai. C'est le no-fault. Non, c'est ça. No-fault, le mot conducteur, il n'existe pas dans le langage de la Société de l'assurance automobile. C'est une victime. C'est une victime, soit conductrice, passagère, piéton, cycliste, ça n'a aucune importance. Parce qu'on ne tient pas compte. Le mot conducteur n'existe pas dans la loi du côté là, du préjudice corporel. Alors donc, nous, vous comprenez que le problème, il ne se pose pas. Là. Mettons, demain matin, là, un véhicule autonome classe 5 sur la route. La
classe 5, là, il n'y a même plus de volant. Hein? Donc, c'est comme on voit dans les annonces futuristes, là, c'est je m'installe dans l'habitacle, mais je peux être dos à la route. Ben oui. C'est une importance, hein? Mais je suis dans un beau fauteuil. Puis là, c'est le fun, je peux parler avec la personne qui est avec moi, puis on prend un café. Ce véhicule-là serait demain matin chez nous. La loi sur l'assurance automobile, on a 0 modification à y apporter. Ah oui. Parce qu'elle s'applique automatiquement. Pourquoi? Parce que tout ce que vous m'avez dit, là, qui devrait payer? Hein? Le concepteur du lidar qui a fait défaut, Ouais. le concepteur de l'automobile, Elon Musk parce que c'est lui le grand patron, tout ça. Chez nous, ça se pose pas, cette question-là. Chez nous, c'est qui paye? C'est l'assureur. Mais Nous, moi, on a un assureur public. Ben oui. Alors, vous êtes impliqué dans un accident avec un véhicule de classe moins 5 ou plus 5, ça n'a aucune importance. C'est la Société de l'assurance automobile qui vous indemnise. Et la beauté de la chose, là, c'est qu'on leur laisse le trouble, eux autres, à la Société de l'assurance auto, de découvrir s'ils veulent tenir quelqu'un de responsable, si ce quelqu'un-là est un non-résident québécois. Parce qu'on ne peut jamais poursuivre un résident québécois. C'est ça nos fautes, hein? On est protégé entre Québécois. Mais la Société de l'assurance automobile considère, elle, que c'est le méchant fabricant du véhicule autonome qui est responsable de l'accident. Elle indemnise la victime, puis c'est elle qui prend les frais après ça pour aller poursuivre le brave Elion en Californie. T'allais ajouter quelque chose, Eve? Vas-y donc, Eve. Laissez pas ça à nous, laissez pas ça aux pauvres victimes qui vont s'en aller, prendre un avocat en Californie pour poursuivre. Ça n'a aucun sens, ça, ces histoires-là. Fait que, laissons les victimes être indemnisées, puis laissons le soin à l'assureur public de décider s'il veut se faire rembourser. Daniel, il y avait Eve qui avait une question, vas-y. Oui, ben en fait, c'est une belle affaire, l'assureur. Mais c'est qui le finance? L'assureur, c'est actuellement les conducteurs qui paient leur permis de conduire. Oui. Si on est des véhicules de classe 5, est-ce qu'il y a encore des propriétaires de voitures? Est-ce qu'il y a encore des conducteurs? Est-ce qu'on paye encore des permis de conduire? Ou on finance la société automobile d'une autre manière? Ah oui. Ah oui, c'est ça. Alors, il faut faire attention, donc. Est-ce que c'est les conducteurs? C'est pas tant les conducteurs. Les conducteurs, ils financent une toute petite partie du régime. Via parce leur que permis. qui dit conducteur dit titulaire d'un permis de conduire. C'est ça. Donc, quand vous renouvelez votre permis de conduire, je sais là qu'il semble coûter... moi, j'ai un permis avec moto auto, donc ça coûte plus cher, là, c'est 150 $ par année. Et regardez la portion prime d'assurance automobile, vous allez voir que c'est pas très élevé. C'est vrai. Le reste, il s'en va au ministère des Transports. Ça, c'est le conducteur. Donc, dans un monde où il n'y aura plus que des véhicules de classe 5, ben, on n'aura plus de permis de conduire, Mais non. puisqu'il n'y aura plus de conducteurs. Il va falloir Il va y financer avoir autrement. encore des véhicules, par exemple. C'est vrai. Et à l'heure actuelle, comment on finance le régime? C'est dès que vous avez un véhicule dont vous êtes le propriétaire ou le locataire à long terme, là, vous payez une prime pour l'immatriculation. Hein, pour sortir là, des termes du droit, là, c'est l'immatriculation où il y a un droit d'assurance qui doit être payé. Là, c'est en fonction du type de véhicule. On paye plus cher pour un camion, on paye moins cher pour un véhicule de promenade. Et ça, ce serait logique que ça demeure. Pourquoi? Parce que c'est quand même le propriétaire qui décide d'acheter le véhicule, de le mettre sur la route et donc de créer le risque ensuite qu'ils soient impliqués dans un accident. Et la beauté de la chose, là, ben, je fais pas du... là-dessus, là, j'ai pas la vision calinours des choses, mais toutes les études le démontrent, plus de 90% des accidents d'automobile sont dus à une erreur humaine. Le jour où on va éliminer l'erreur humaine, puis qu'on va remplacer ça par l'intelligence artificielle, le nombre d'accidents va diminuer en chute libre, et donc ça ne pourra pas faire autrement que les primes d'assurance vont baisser, il va y avoir moins d'accidents. Même le concept d'accident, il risque d'être contesté, là. C'est-à-dire que quand tu peux prédire autant de choses, quand les automobiles peuvent se mettre à prédire autant de choses, un accident, ça va être dur à dire là, que c'est le fruit du hasard. Quand une intelligence est capable de comprendre le poids, son environnement, sa vitesse, la vitesse des autres, les accidents, ils vont être rares en ce sens-là aussi. Là. Ouais. Le risque zéro, ça n'existe pas. L'intelligence artificielle ne pourra jamais tenir compte de toutes les réactions possibles des humains, des animaux, du fait de la nature pour empêcher tout accident. Mais dites-vous bien, ça fait quand même quelques années là, qu'on en fait des tests avec des véhicules de classe 4 notamment. Là. Vous connaissez probablement la compagnie Waymo, là, la filiale de Google. Waymo a plus de 10 millions de kilomètres parcourus avec des véhicules de classe 4, puis il n'y a pas encore eu personne de blessé. Il y a eu des incidents où il y a eu du froissement de tôle, dans quelques cas, mais aucune blessure.
On parle de plus de 10 millions de kilomètres parcourus. Tout à fait. Alors, dites-vous bien d'ailleurs que, parce que tous ces incidents-là doivent être rapportés. Hein. Il y a un registre, puis les fabricants sont obligés de rapporter tous les incidents. Dites-vous bien que s'il y avait des accidents, on le saurait. Vous avez peut-être entendu parler d'un de ces accidents-là qui impliquait la compagnie Uber. Ben oui, celui-là. Uber en Arizona. Hein? C'est ça. Et donc, le problème, c'est que c'était pas un véhicule autonome non plus que Uber avait. Leur technologie n'était pas assez avancée pour avoir un ordinateur capable de voir tout ce qui s'en venait. Donc, ce qui est arrivé dans cette histoire-là, c'est quand même extraordinaire. Le lidar a bien vu la dame qui traversait la route à côté de son vélo. Il l'a vu 6 secondes avant l'impact, envoyé le message à l'ordinateur de bord, puis l'ordinateur de bord ne l'a pas traité. Eh bien. Ça s'est réglé comme ça. Et c'est pour ça qu'Uber n'est plus dans le monde des véhicules autonomes maintenant. Ils ont vendu leur division. Ben oui. Mais là, on se rassure avec le no-fault. Je pense que c'est assez rassurant là, de voir que ici au Québec, avec le no-fault, une fois qu'on va avoir les véhicules autonomes, c'est que ce genre de questions-là peuvent se résoudre assez aisément. Ailleurs, dans le monde, si on disait qu'en France, c'est différent. Si on met des véhicules autonomes en France, comment ils vont résoudre ce genre de problème-là? Quand on va se mettre à chercher la faute, là, c'est-tu celui le programmeur? C'est-tu le conducteur? Quand on se met à poser les mêmes questions, comment vont-ils répondre? Là, on disait dans 10 ans, là, comment vont-ils répondre à ces questions-là? Ils se posent des grosses questions. Puis moi, j'allais avant la pandémie souvent en France. Et je leur disais que ce qui est important pour les victimes, c'est la proximité. On ne doit pas, c'est bien beau de créer des droits, de dire la loi donnera le droit de poursuivre le fabricant qui sera réputé responsable de tout accident. Oui, mais si le fabricant est en Californie puis ma victime est à Paris, là, ça n'a aucun intérêt. Donc, il va falloir concevoir un système avec des intermédiaires. Est-ce que ça va être des assureurs? Est-ce que ça va être un organisme d'indemnisation qui, dans un premier temps, s'occupe de la victime chez elle? Pas de poursuite à l'étranger. Puis ensuite, ils feront bien ce qu'ils veulent. Ils décideront s'ils veulent accorder le droit à la victime de prendre une action pour compléter l'indemnité ou s'ils veulent laisser à l'organisme ou à l'assureur le soin de déterminer justement qui est responsable ultimement de l'accident. Moi, je crois beaucoup plus en notre système qui laisse la victime qui connaît rien dans les règles de droit puis qui n'est pas outillé pour être à arme égale avec le fabricant. Laissez-la donc, la victime tranquille, donnez-lui des indemnités raisonnables, puis laissez ensuite les gros se battre entre eux. Donc, c'est ça qui va se passer chez nous. C'est ça qui va se passer chez nous. Donc, ici, on a déjà des organismes qui peuvent soutenir, indemniser ceux qui ont des accidents comme ça. Ailleurs, ça prendra des organismes semblables. Ce ne sera peut-être pas un assureur en tant que tel public, mais ça va être un organisme semblable qui prend soin des victimes, puis qui éventuellement pourra peut-être compléter l'indemnisation en poursuivant les compagnies en question. Ça ressemblera à ça. C'est ça. Oui, ils appellent ça des fonds de garantie en France. Des fonds de garantie. Ouais, les auditeurs français les connaissent bien, les fonds de garantie. Ça existe pour les victimes de terrorisme, d'infractions, tout ça. Ils sont habitués avec l'idée. Puis ça, c'est financé, c'est un pool. Souvent, c'est un pool d'assureurs. C'est un pool de citoyens. Eux, les victimes d'infractions, comme on l'appelle, nous, d'actes criminels, c'est tout propriétaire d'un immeuble qui prend une assurance pour son immeuble. Ben, il y a une petite quote-part qui sert à payer le régime d'indemnisation. L'idée, c'est qu'il faut mutualiser, parce que chacun n'est pas capable d'assumer les conséquences d'un accident catastrophique. On mutualise le risque, c'est ça le principe de l'assurance. Il s'agit de trouver une façon qui permette aux victimes d'être indemnisées rapidement. Si tu les mets à chercher un responsable pendant ce temps-là, la victime, elle va pas, elle ne peut plus travailler. Là. Non, c'est ça. Ça. Tout à fait. Vas-y, une question. Là, on a beaucoup parlé des dommages corporels avec le no-fault au Québec, mais ça ne s'applique pas aux dommages matériels. Est-ce qu'on peut imaginer un genre de no-fault matériel, un genre de fonds de garantie surtout en considérant que les accidents matériels pourraient réduire, en assurance automobile, ils pourraient s'installer au Québec ou au Canada, où est-ce que les assureurs, avec quelque chose comme la Convention des émissions directes, qu'on amène à un autre niveau qui est de dire, on cherche plus vraiment un coupable, on a des chartes, puis toi, tu te fais indemniser tant, puis nous autres, on s'occupe du reste. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait s'implémenter ou c'est trop optimiste de voir ça au Québec? Non, c'est pas trop optimiste. Je vais même vous livrer une prédiction. Une prédiction qui vaut ce qu'elle vaut, parce que... ça va être enregistré, faites attention. Ah oui, mais on m'écoutera donc dans quelques années. Les fabricants de véhicules autonomes vont proposer d'être leur propre assureur.
ils vont dire, ils sont tellement certains, parce qu'ils le démontrent avec les millions de kilomètres qu'ils ont derrière la cravate à montrer que leurs véhicules sont sûrs, hein, ils vont tout simplement offrir une espèce de garantie de qualité. Ils vont dire, vous achetez mon véhicule, vous êtes impliqué dans un accident. Oui, mais c'est pas vous qui conduisiez le véhicule, hein? C'était l'intelligence artificielle. Ben oui. On va payer, on va le réparer, votre véhicule. Parce qu'ils sont conscients que le nombre d'accidents va être en chute libre et que ça va leur coûter beaucoup moins cher que la période qui va être embêtante, là, c'est la période d'interaction. Les véhicules autonomes versus le pick-up de mon oncle de tantôt, qui est conduit par mon oncle. Ça, cette période-là d'interaction va être plus difficile, effectivement. Mais vous allez voir, moi, je pense que c'est comme ça qu'ils vont réussir. Et aux États-Unis, les assureurs, les vraies compagnies d'assurance, ils ont très peur de ça. Ils ont très peur de ça parce qu'ils le savent qu'ils vont perdre des parts de marché. On prédit... Google et Amazon, là, ça s'en vient. Je pense qu'ils vont faire de l'assurance. Aussi, je suis du même avis. Là, finalement, moi aussi, je pense que Google et Amazon, c'est les prochains à rentrer sur le marché de l'assurance parce qu'ils ont accès à tellement de données, ils ont accès à beaucoup de capital. Ça prend du capital par sur un assureur. Oui, Google Assurance. Ah oui, ben, bonne idée. Pas mal certain, moi, que c'est qu'est-ce qui s'en vient. Là. On prédit que d'ici 2030, il va y avoir disparu la moitié des assureurs américains, d'assureurs de dommages, notamment automobiles. Il ne va rester que les gros et des nouveaux, justement, qui vont prendre la place. Et vous l'avez dit, David, le nerf de la guerre, c'est d'avoir les données. Exactement, c'est ça. Parce que les autres qui les ont. Liaison, puis surtout les forces de calcul, tous les assureurs, finalement, c'est de mettre de l'argent de côté pour être capable de payer ces indemnités-là. Fait que si tu es capable de faire une bonne réserve, tu es capable de mettre cet argent-là de côté, de faire des placements, d'aller chercher du cash, c'est ça, eux autres vont être capables de faire ça avec des approches qui sont beaucoup plus modernes que ce qu'ils fait actuellement. Là. Je pense vraiment qu'on s'en va vers ça aussi. De mon avis d'ancien actuaire, je l'ai oui, on le sentait, là, ton background d'actuaire, là, que ça travaillait. Il est sorti un peu. Là. Le transfert de risque va être ailleurs. Là. Ouais. Merci Daniel. Peut-être en vrac, là, il y avait quelques questions, on les avait abordées dans notre épisode épisode préparatoire. On avait discuté du dilemme du tramway, on se demandait les programmeurs, tout ça, comment ils vont résoudre le dilemme du tramway. Comment vous voyez ça, vous autres, en droit, ce dilemme-là, les programmeurs, est-ce qu'ils se posent ce genre de questions-là? Est-ce que ça se fait dans cet ordre-là? Ou est-ce qu'elle est pertinente, la question? Non. OK. Maintenant, on est d'accord que c'est le juriste qui parle puis que j'ai des ingénieurs dans la salle. Donc, je vais vous dire comment moi je le perçois. Ce problème-là qui existe depuis longtemps, là, depuis les années 50, ce qu'on appelle en anglais le trolley problem. Ben oui. Trolley problem, c'est l'idée, tu es dans un véhicule qui est sur des rails, puis là, tu vois, il y a 5 personnes qui sont dans ta voie. Tu as le choix de prendre une voie d'évitement. Oui, mais il y en a 2 autres qui sont là. Puis 2 autres qui sont plus âgés ou plus jeunes. Tu as 5 vieux d'un côté. Bon. Et là, c'est quoi ton choix? Qu'est-ce que tu fais comme choix déchirant? Et on pense, et là, permettez-moi de sourire un peu, on pense que c'est comme ça que fonctionnent les véhicules autonomes. Comme si le véhicule autonome, quand il allait arriver, a décidé s'il va frapper le petit vieux ou la femme enceinte, qui allait dire « Ouais, laquelle je vais choisir, finalement? » Le fameux dilemme moral. Et dans le fond, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis l'affaire, c'est qu'à l'heure actuelle, parce qu'heureusement, on n'a jamais eu à vivre cette situation-là, on est incapable de le savoir parce qu'on va le savoir après. Comment la machine, comment l'intelligence artificielle a processé tout ça en quelques millièmes de secondes, puis elle a été capable de choisir non pas entre le petit vieux et la dame enceinte, mais la manière la plus sécuritaire d'arrêter avec le moins de probabilité de causer un préjudice corporel. Ça va être comme ça que la machine va réfléchir, mais on comprend bien qu'elle ne fera pas un choix éthique, là, la machine. Là. Elle va y aller en fonction des probabilités, de tout ce qu'elle a engrangé comme données, puis de dire « Oui, je pourrais peut-être, mais je sais que la chaussée est glissante. Si je tente de braquer, je vais déraper, c'est pas mieux. » Et c'est là que la machine est meilleure que nous. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Elle est vraiment meilleure que nous. Hein? On met les 2 pieds sur la pédale de frein et on dit « Ah! » Non. La machine, elle ne fera pas « Ah! » La machine, on ne sait pas comment elle va réagir. Elle ne réagira pas de même. Elle devrait réagir de manière plus posée que nous. Oh oui, elle doit faire des meilleurs calculs que nous autres. Elle doit être plus sobre pas mal que nous autres. Exactement. Hein? Comme je dis souvent, la machine n'a pas d'angle mort.
Puis ceux, Daniel, qui s'inquiètent pour le piratage, j'y vais un peu en vrac, là. Ceux qui s'inquiètent pour le piratage, puis donc les automobiles autonomes, ils pourraient se faire pirater, tout ça. Comment le droit anticipe tout ça, là? Alors, le droit, vous savez, il est souvent à la remorque, hein, et à la remorque de l'ingénierie, fait que le droit fait rien pour l'instant. Donc, ça, je peux vous le garantir. Maintenant, la question du piratage, au début, moi, j'en rigolais bien parce qu'on nous vendait, les fabricants de véhicules donc de véhicules autonomes, nous vendaient l'idée des véhicules autonomes en nous disant, ben, justement, le mot le dit, ils vont être autonomes. Donc, il n'y aura pas de piratage parce que le véhicule, il est complet par lui-même. Il n'y a personne qui lui donne des ordres de l'extérieur. Ouais. Ouais. Et là, est arrivé, c'est quoi l'ouragan qui est arrivé en Floride il y a 2-3 ans, là? Puis que tout à coup, on s'est rendu compte que la Tesla, par les ondes, avait décidé d'augmenter la capacité de ses batteries de ses véhicules, des propriétaires, à distance, pour qu'ils puissent se sauver plus vite de la zone qui était sinistrée. Puis là, on a découvert, tiens donc, oui, même s'ils nous disent qu'il n'y a pas de contrôle à distance, que dans le fond, il y en a un contrôle à distance. Alors, ça pose de beaux problèmes parce que théoriquement parlant, quand les véhicules autonomes vont être en place, ils ne seront pas connectés avec l'extérieur. Ils vont être connectés avec eux-mêmes. Théoriquement, le problème de piratage ne se présente pas. Et c'est drôle, j'ai comme un petit manque de confiance face aux fabricants qui nous cachent des choses, semble-t-il. Puis je me dis, il va peut-être falloir qu'à un moment donné, on sache mais jusqu'à quel point là, ils ont des connexions, eux, et qui dit connexion à distance à part du fabricant, ben, dit possibilité de le pirater. Alors, ça, là, le droit va devoir intervenir pour réglementer ces choses-là. Pour dire, à partir du moment où vous mettez un véhicule autonome qui soit en fonction, ben là, l'intervention qui vient de l'extérieur, c'est un peu ce que fait Tesla présentement avec ses mises à jour, hein. La mise à jour de l'ordinateur de la Tesla, qui est fait à intervalles réguliers, doit se faire avec des mesures de sécurité. Le véhicule doit être arrêté, le moteur ne peut pas tourner, etc. Donc, il n'y a pas de possibilité qu'en cours de route, on puisse affecter le véhicule. Mais moi, je ne me fierais pas juste à Tesla. Puis je prends Tesla parce que c'est les plus avancés, mais il y en a plein d'autres, là. Le droit, il va falloir qu'il s'intéresse à ça, de dire, ben, c'est quoi les normes là, qu'on veut mettre là? On veut qu'il puisse y avoir une possibilité d'intervention extérieure? OK. Comment ça va se faire, ça? Quelles sont les mesures qui sont mises en place pour pas qu'il y ait de piratage? Mais pour l'instant, c'est de la science-fiction, ces histoires. Vas-y, David. Est-ce qu'on pourrait imaginer une certification un peu similaire à l'aviation où est-ce qu'il y a un pilotage automatique de l'avion qui est possible, mais l'avion est complètement indépendant d'un réseau Internet pour justement pas que quelqu'un fasse crasher l'avion? Est-ce qu'on pourrait penser qu'on va aller vers quelque chose qui va ressembler à ça pour atteindre, si on veut, cette espèce de sécurité-là, pour pas avoir finalement que ton auto se crise dans un fossé? Vous savez, ce qui a arrêté un peu les recherches, c'est quand il y a eu l'accident de comment ça s'appelle, la compagnie allemande, là. Volkswagen? Non, l'accident aérien. Tu sais, le sous-traitant de Lufthansa, là, c'est l'avion qui est parti de Barcelone et qui s'est écrasé dans les Alpes françaises, là. Je me rappelle parce que pas le pilote s'est suicidé. Oui, je me rappelle aussi. Ah, oui. Je sais, mais je me rappelle pas de nom de ça, oui. C'est Gershwin. J'ai juste Gershwin dans la tête. Oui, c'est vrai. Puis il n'y avait pas moyen de reprendre le contrôle de l'avion? Voilà. Aucun moyen de reprendre. Parce que ça, c'est un vrai pilotage interne, automatique. Et puis, ils n'avaient aucun moyen. Alors que là, c'était l'humain qui était là, qui était le danger, qui avait placé des commandes comme quoi l'avion allait crasher. Et puis là, ils n'ont eu aucun moyen d'intervenir de l'extérieur. Alors, voyez-vous, là, ça a amené le point contraire. Ah, mais on devrait peut-être pouvoir prendre le contrôle de la machine pour éviter l'accident. Alors, c'est extraordinairement plus complexe qu'on l'imagine, cette question des interactions. Et donc, là, on parle de piratage, oui, mais là, ça aurait été un bon piratage, tu sais. On serait venu intervenir. Ça prendrait à distance, il me semble, pour faire un équilibre, ça prendrait aussi, il me semble, en tout cas, je me mets à la place de ceux qui ont peur de la technologie, il me semble que d'avoir un killer switch à distance, là, si ton auto intelligente à 100 balles, puis elle veut se suicider elle-même, je ne sais pas si ça existe ce concept-là pour une auto, là, mais une killer switch à distance, ça me semble être une idée intéressante. C'est sûr que ça compromet là, l'idée de piratage, là, mais... C'est ça. Puis là, ben, ça veut dire, j'allais dire que ça demande une vitesse de réaction qui est hallucinante, mais l'intelligence artificielle a une vitesse de réaction
qui est hallucinante. C'est vrai. Donc, on peut penser à ça. Puis, il va falloir y penser parce que si vous n'entraînez pas votre véhicule autonome, si vous ne le lavez pas toutes les semaines, il va déprimer. S'il déprime, il va avoir des tendances suicidaires. Alors, pensez-y. Pensez-y, il va falloir effectivement avoir un killer switch pour ceux qui, comme moi, ne lavent jamais leur véhicule. Alors, moi aussi, vraiment triste le mien. Là, je vous dis pas comment. Écoutez, Daniel, vous aviez, dans la pré-entrevue, vous m'aviez proposé une question, puis je savais pas trop comment la tourner, fait que je vais vous la poser comme si c'était moi qui la posais, mais c'est vous qui l'aviez proposée. C'est moi qui l'ai soufflé, OK? C'est l'introduction des véhicules autonomes ne contribue-t-elle pas à accentuer la déresponsabilisation des citoyens dans leurs interactions avec les autres? Qu'est-ce que vous vouliez dire par ça? Ben, si on regarde les choses, imaginons là, que demain matin, les véhicules autonomes font partie de notre réalité. Au moins, à l'heure actuelle, quand on est sur la route, si on n'a pas notre téléphone en main, puis qu'on est une personne raisonnable, soucieuse de l'environnement, ben, on fait attention à autrui. On regarde le cycliste en avant de nous, on regarde les piétons au coin des rues, parce qu'on se dit, ben, je peux causer un accident. Et donc, je suis davantage incité à être en interaction avec mon véhicule, avec mon entourage, et pas seulement avec mon véhicule. Avec les véhicules autonomes, va s'accentuer l'idée que je suis dans ma bulle, il n'y a que moi. On le sait déjà, les accidents d'automobile se produisent avec les jeunes, notamment davantage la nuit. Pourquoi? La nuit, on ne voit pas à l'extérieur. On est dans notre cocon avec la belle lumière tamisée. La belle musique. Puis la belle musique, on a l'impression qu'on est dans notre monde à nous. Et donc, est-ce que ça ne va pas accentuer cette idée? Véhicule autonome, j'ai plus à me soucier des autres. La machine se soucie des autres. Et donc, je ne veux rien savoir de vous qui m'entourez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi. Dans mon cocon à moi. Je suis à la maison, je fais mon cocooning. Dorénavant, je fais mon cocooning également dans mon véhicule. Alors, là, Mais c'est une extension de ce qu'on voit en ce moment. C'est-à-dire que l'isolement, la personne qui se pense seule, d'ailleurs, quand on en voit se curer le nez dans leur voiture, c'est parce qu'ils se pensent pas mal seuls. Là. Mais cette coupure-là avec l'ensemble, l'entourage, donc ce que vous voyez, c'est une prolongation, c'est le prolongement de ce courant-là là, qui est le conducteur qui sera de moins en moins conducteur, mais de plus en plus coupé de la société, de son entourage, son quartier, les autres. C'est ça. Le point positif, c'est qu'il va causer moins d'accidents. C'est sûr. Parce que le véhicule autonome va être plus sécuritaire que le conducteur. Le point négatif, c'est qu'on va accentuer le fait qu'on vit davantage en vase clos et sans contact avec les autres. Mais il y a plusieurs choses qui vont arriver d'ici là. On va avoir, à un moment donné, là, on parle beaucoup de tramway puis de transport pour les banlieues, tout ça. Ben, les véhicules autonomes vont être fort bien capables, eux, d'aller chercher des gens, 3 ou 4 personnes qui se connaissent pas, mais qui vont entrer dans le même véhicule parce que le véhicule, lui, sait quand est-ce qu'il faut passer avec 10 secondes d'arrêt pour ramasser quelqu'un. C'est beaucoup plus efficace que d'aller attendre un bus au coin de la rue. Et là, peut-être que des gens, dans un habitacle fermé, vont être amenés à se parler, chose qu'ils ne font pas en bus présentement. C'est difficile de savoir comment ça va évoluer, ces choses-là. Tout à fait. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça risque fort de transformer notre rapport, pas seulement au véhicule, mais notre rapport aux autres en général. Ce sera une belle ouverture, Daniel, belle perche que vous me tendez là, pour conclure cette entrevue. En fait, ce sera tout. On va arrêter maintenant. C'était très instructif. Merci. Vous êtes passionné, animé. C'était le fun de vous avoir. On vous voit dans votre salon, mais on voit que vous n'avez pas perdu de votre verve et de votre enthousiasme, là, même si vous êtes isolé un peu à distance. Merci de nous avoir parlé de ces voitures autonomes, de leurs balises éventuelles. On est plutôt rassuré de voir que on a un système ici qui répond, qui semble prêt à l'arrivée des véhicules autonomes. Merci aussi pour ce cours no fault et de droit civil accéléré. C'est très apprécié. Merci d'être passé dans les studios d'IA Café. C'était un véritable plaisir de vous recevoir. Merci à Ève qui était là. On poursuivra avec notre débriefing. Merci Ève. Merci à vous. Et merci à David, notre actuaire repenti qui est là à distance. Merci David. Merci, de rien.
Et merci à vous, ça a été un plaisir. Merci, plaisir partagé, sauver des vies, rester chez vous, voyager en taxi autonome au besoin. C'était Jean-François Sénéchal. Merci d'être passé à IA Café. Prenez soin de votre santé et de vos proches. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.